Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un rapport assez important de l'Agence régionale de santé Occitanie. Il date de février 2025 et il s'intéresse à un sujet, on sait qu'il est complexe, c'est l'accompagnement des jeunes adultes en situation de handicap. Oui, alors le rapport, il se concentre très spécifiquement sur ce qu'on appelle l'amendement Creton. C'est ce dispositif en fait qui permet à des jeunes de rester dans une structure pour enfants après leurs 20 ans, faute de solutions adaptées dans le secteur adulte. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter un peu les blocages qui persistent et puis les pistes d'amélioration que ce rapport identifie. D'accord. Et notre source unique, c'est donc bien ce rapport de l'ARS Occitanie, qui est le fruit d'une mission lancée en janvier 2024. Alors justement, cet amendement Creton, petit rappel, il date de 1989, porté par Michel Creton, le comédien. L'idée de départ, elle était vraiment de pallier le manque de place pour adultes et surtout d'éviter que des jeunes se retrouvent parfois en hôpital psychiatrique, faute de mieux. Le principe, c'est un droit au maintien dans la structure enfant si on ne propose pas de solution adulte adaptée. Ça clarifie aussi le financement, ce qui n'était pas rien. Oui, et ce qui est assez frappant, c'est que 35 ans plus tard, le constat de fond, il reste le même. Le problème est toujours là. Et le rapport, il insiste bien là-dessus. C'est pas juste un manque de place, un problème de quantité. C'est aussi, et peut-être même surtout, une question d'adaptation de l'offre adulte, qualitativement parlant, et puis un manque de fluidité dans les parcours. Le texte de 89, il était fondamental à l'époque, mais aujourd'hui, il a besoin d'être sérieusement adapté, quoi. D'ailleurs, le rapport donne la parole aux premiers concernés, aux jeunes, et leurs craintes, elles sont assez fortes. On lit des choses comme peur de ne plus voir mon meilleur ami, moins de liens avec les parents, l'idée que l'établissement adulte ce serait un internat permanent, ou même la peur d'une structure type EHPD pour personnes âgées. Il y a aussi les craintes sur le manque de place en accueil de jour, l'éloignement, les transports. Moins d'activité aussi, peut-être. C'est très concret. Et en face de ces craintes, il y a aussi des aspirations, j'imagine. Ah oui, absolument. Ils expriment un désir d'autonomie, l'envie de rencontrer d'autres jeunes de leur âge, d'apprendre un métier, d'avoir une forme de reconnaissance professionnelle, et puis un appel assez clair pour simplifier toute la paperasse administrative. Et surtout que leurs envies de vie autonome, elles soient vraiment écoutées, prises en compte. C'est ça. Alors, si on essaye de voir le profil de ces jeunes, le rapport dit que c'est difficile d'en tracer un seul, mais une enquête qualitative sur 70 répondants montre quand même une forte présence de jeunes avec troubles du neurodéveloppement, les TND, ça fait 67%, et aussi du polyhandicap, 18%. Souvent avec de l'épilepsie associée pour un tiers d'entre eux. Oui, et un point important, c'est que 80% se disent satisfaits de leur établissement pour enfants actuel. Ça montre bien l'attachement et sans doute la qualité de l'accompagnement reçu jusque-là. Ce qui rend la transition encore plus délicate. Et justement, un point que le rapport soulève, c'est ce décalage. L'amendement Creton est fixé sur les 20 ans, alors que la vraie période de transition, celle où tout se joue pour l'avenir, elle va plutôt de 16 à 25 ans. Exactement, c'est un des nœuds du problème. Et le rapport montre bien que cette transition, elle est mal préparée. La réflexion sur le projet de vie adulte, elle commence souvent trop tard, bien après 18 ans pour la majorité. Les stages en milieu adulte, c'est rare, c'est court, on parle de moins de 2 semaines souvent, et c'est vécu plus comme une évaluation, un test que comme une vraie étape pour construire quelque chose. Sans compter les obstacles administratifs pour faire ces stages. Oui, il y a ça aussi. Donc on sent bien le besoin urgent d'accompagner l'autodétermination, de mettre en place un vrai droit à l'essai, à l'erreur, pour que chacun trouve sa voie. Et puis, il manque aussi des formations pratiques. Connaître ses droits, gérer ses aides, comment on fait pour être employeur de son auxiliaire de vie, par exemple. Tout à fait. Et si on regarde un peu plus largement, le rapport pointe un vide juridique assez problématique. Il n'y a pas de cadre clair pour des solutions mixtes. C'est-à-dire qui combinerait un accueil enfant et adulte pendant cette période de transition. Pourtant, ce serait une piste clé pour une transition en douceur, sans rupture. Et face à tout ça, le secteur adulte, il apparaît structurellement en décalage. D'abord, quantitativement. Le rapport estime qu'il faudrait 3, voire 4 fois plus de solutions pour adultes que pour enfants pour répondre aux besoins réels. On en est très loin. Ensuite, il y a un manque de flexibilité. On passe souvent d'un accueil enfant assez souple, modulaire, à un internat adulte qui tourne 365 jours par an, sans beaucoup d'alternatives.
Oui, et il y a l'impact financier aussi, non? Le passage à l'âge adulte, ça change tout au niveau des aides. Ah oui. On passe de l'AEH, qui est souvent géré par la famille, à l'AEH ou la PCH, qui sont individuels. Et puis il y a souvent un reste à charge qui apparaît pour l'hébergement, les repas, le transport. C'est une vraie complexification. C'est ça. Et la géographie, c'est un autre frein. Les structures adultes sont souvent plus grandes, plus concentrées, et parfois loin du domicile familial. Ça rend difficile de garder les liens sociaux, ou même d'avoir un simple accueil de jour. Du coup, le transport devient un vrai casse-tête. Et qualitativement, vous disiez? Oui, qualitativement aussi, ça coince. La moyenne d'âge dans les MAS ou les EAM, c'est autour de 46-47 ans. Donc ce sont des structures qui sont souvent pensées pour une population plus âgée, vieillissante, et pas toujours adaptées aux besoins spécifiques des jeunes, surtout ceux avec des TND par exemple. Même pour le travail adapté, les ESAT, le rapport soulève des questions, des activités parfois peu variées, un modèle économique un peu rigide qui rend difficile l'individualisation des parcours. C'est assez complexe. Tout ça, ça fait écho d'ailleurs à un autre rapport, celui de la Cour des comptes de septembre 2024. Il parlait des départs de Français handicapés en Wallonie, en Belgique, et il pointait déjà ce manque de solutions adaptées en France. Exactement, les constats se rejoignent. Bon, alors, face à ce tableau quand même assez sombre, quelles sont les pistes d'avenir que le rapport propose? Quelles sont les préconisations clés? Alors, il y en a plusieurs. Oui, j'en vois 3 principales qui ressortent. La première, ce serait de rénover l'amendement Creton lui-même, pour qu'il couvre vraiment cette tranche d'âge cruciale des 16-25 ans. L'idée, c'est de garantir un vrai droit au stage, à l'essai, et puis de faciliter ces prises en charge mixtes enfants-adultes, sur le plan juridique. Absolument, ça c'est un premier levier essentiel. Le deuxième grand axe, c'est la transformation de l'offre pour adultes. Il faut vraiment concrétiser cet objectif des 50 000 solutions dont on parle au niveau national. Ça veut dire développer une offre plus diverse, des structures plus petites, plus inclusives, plus modulaires, ancrées dans les territoires, qui fonctionnent un peu comme des plateformes de services. Et ça suppose d'adapter le financement, j'imagine. Oui, tout à fait. Notamment via la réforme Séraphin-PH, qui est en cours et qui vise justement à mieux lier le financement au parcours et aux besoins réels des personnes. Il faut que le financement soutienne ces modèles innovants et permette aussi un accueil par tranche d'âge, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. D'accord. Et pour piloter tout ça, il faut sans doute mieux connaître la situation sur le terrain, les besoins réels. C'est le troisième levier et il est indispensable. Mieux connaître les besoins, ça passe par une amélioration vraiment significative des systèmes d'information, que ce soit ceux des MDPH, qui évaluent les besoins, que ce soit via Trajectoire, qui recense l'offre, ou le CID SDO, qui suit les orientations. L'objectif, c'est d'avoir enfin une vision claire, dynamique et partagée. Quel type de handicap, quels besoins précis d'accompagnement, mais aussi, et c'est fondamental, quels sont les souhaits de vie exprimés par les jeunes eux-mêmes. Alors, en synthèse, si on essaie de résumer, cette plongée dans le rapport de l'ARS Occitanie, elle nous montre bien une transition enfant-adulte qui est semée d'embûches pour les jeunes en situation de handicap. L'enjeu, on le voit, ça dépasse largement la simple création de places. C'est vraiment repenser l'accompagnement autour du projet de vie de la personne. C'est transformer l'offre adulte pour qu'elle soit plus souple, plus inclusive, et c'est se donner les bons outils pour piloter tout ça. Oui, c'est une approche systémique qui est nécessaire. Le rapport le détaille bien, avec des réformes administratives, structurelles qui sont indispensables. Mais peut-être qu'au-delà de ces mécanismes, il y a une question plus profonde qui demeure. C'est comment, collectivement, notre société peut vraiment passer d'une logique de prise en charge, qui peut être parfois un peu infantilisante, vers une vraie culture du soutien au pouvoir d'agir. Comment on permet réellement à chaque jeune, quelles que soient ses capacités, de construire et de vivre le projet de vie qu'il désire, lui. Une question essentielle pour conclure. Fin de notre plongée. À bientôt pour explorer de nouvelles connaissances.